donc pour la suite de cet après-midi passé ensemble. Je vous présente donc l'intervenant qui va être avec nous pendant l'heure qui vient. Il s'agit de Stéphane Wessler. Il est directeur de recherche au Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille. Ses recherches portent sur la cristallisation en solution par une approche multi-échelle. Donc on va lui demander quelques explications là-dessus. Il s'intéresse à l'étude de la cristallisation en présence de champs externes et à l'effet du confinement. Voilà, c'est l'époque qui veut ça. Une partie importante de son activité porte sur le contrôle spatial et temporel de la nucléation. Et les domaines d'application sont la biologie, la biominéralisation, la chimie pharmaceutique ou l'étude de nouveaux matériaux. Alors, je laisse maintenant la parole à Stéphane Wessler pour la demi-heure qui vient. Je vous rappelle que, donc, à la suite de cette première partie, vous aurez la partie des questions. Donc, n'hésitez pas à noter dans la fenêtre de chat les questions qui vous viennent. Demandez aux enseignants de les saisir dans la fenêtre qui est destinée à la saisie des questions. Voilà, donc Stéphane Wessler, à toi la parole. C'est bon, merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, pourquoi éleveur de cristaux? Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite, bien entendu. Les cristaux, en fait, ils vont d'abord naître, c'est ce qu'on appelle la nucléation ou la germination. Ensuite, ils vont grandir, c'est ce qu'on appelle la croissance cristalline. Et puis, ils finissent par mourir, c'est ce qu'on appelle le mûrissement. Donc, en fait, la cristallisation, ça s'apparente à de l'élevage. Donc, c'est pour ça qu'on s'intitule éleveur de cristaux. Les anglo-saxons disent crystal grower, mais le terme n'existe pas en français, donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler éleveur de cristaux. Alors, je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées en introduction, pourquoi on parle de multi-échelle, etc. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la cristallisation, c'est un phénomène universel, c'est-à-dire que tous les cristaux ont les mêmes mécanismes de croissance. C'est-à-dire que vous fassiez croître un minéral, une petite molécule organique ou une protéine, comme il vous a été présenté précédemment, on va avoir exactement les mêmes mécanismes de formation des cristaux. Et donc, nous, on s'intéresse à étudier les phénomènes de cristallisation. C'est un phénomène multi-échelle. C'est un phénomène multi-échelle parce qu'il se place à différentes échelles, de l'échelle de la molécule, de l'échelle de l'atome, de l'échelle microscopique et de l'échelle mésoscopique, comme je vais vous montrer par la suite aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la cristallisation, c'est une étape de purification et de mise en forme dans l'industrie. Et donc, il y a énormément d'applications de ces phénomènes de cristallisation dans l'industrie. Et je vais aussi vous montrer ça par la suite. Alors, avant de vous parler de élevage, des cristaux, je vais vous présenter les bestioles. Donc, on va commencer par regarder ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, excusez-moi, là, j'avais oublié qu'avant j'avais cette petite interlude. La cristallisation, en fait, peut être utilisée pour faire la pluie et le beau temps. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages par des particules qui sont de l'iodure d'argent. Il y a des avions qui partent dans le ciel et qui vont lâcher des petites particules d'iodure d'argent dans le ciel et qui vont provoquer ce qu'on appelle la précipitation, quand ils vont provoquer la pluie. Et la pluie, en fait, c'est une condensation, donc en fait, c'est des gouttelettes qui vont s'agréger les unes aux autres. Soit elles vont donner un liquide, c'est ce qu'on est à la pluie, mais elles peuvent donner de la glace, ça peut être la grêle ou ça peut être la neige. Et donc, ça peut être utilisé pour enlever les nuages du ciel. Ça peut être aussi utilisé donc, pour provoquer la pluie dans les périodes de sécheresse. Donc c'est pour ça que je dis que la cristallisation est utilisée pour faire la pluie et le beau temps. Alors les bestioles, on revient en arrière. Donc quel type de cristaux on peut rencontrer? Donc vous l'avez peut-être déjà vu, il y a le sucre. Il faut savoir que le sucre, c'est quelque chose qui est cristallisé. En fonction de la taille des cristaux, ce qu'on appelle la granulométrie, on aura des sucres qui seront des sucres poudres, des sucres semoules, par exemple, ou on aura des sucres candy. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la production de sucre en France est aux alentours de 5 millions de tonnes par an. Donc c'est quand même des gros procédés de cristallisation industrielle, parce que le sucre est cristallisé de manière industrielle. Le chocolat, donc dans l'alimentaire, le chocolat est constitué de cristaux. Il contient des cristaux. Et ces cristaux, en fonction de la façon dont ils vont cristallisés, ils vont donner des propriétés différentes pour les cristaux. Pour les chocolats. Je ne parle pas de la couleur des chocolats, mais je parle pour la qualité du chocolat quand on va manger du chocolat. La production mondiale de chocolat, 4 millions de tonnes par an. Donc ça vous donne une idée quand même de la quantité de cristaux qui sont impliqués.
dans la vie de tous les jours. Le sel, donc on en a parlé déjà aussi, hein, les marais salins, donc on fait de l'évaporation et on récupère le sel, soit le sel en surface, c'est ce qu'on appelle fleur de sel, soit le sel qui a cristallisé dans le marais au fond, et donc c'est ce qu'on appelle les cristaux de sel. La production de sel en France, c'est environ 3 millions de tonnes par an. D'autres cristaux que vous connaissez bien, que vous voyez, c'est la neige, hein, la glace, la cristallisation de l'eau, en fonction des conditions de cristallisation, c'est-à-dire la météo, c'est-à-dire le climat, la neige aura des propriétés différentes, et ça, c'est très intéressant pour les gens qui étudient les relations entre les propriétés des cristaux et les conditions de cristallisation. Si les cristaux sont plus ou moins denses, eh bien, ils seront plus ou moins agréables à skier, par exemple. Les principes actifs pharmaceutiques, en gros, 80% des principes actifs pharmaceutiques que nous prenons aujourd'hui sont cristallisés. Donc là, je vous donne un exemple de l'ibuprofène. Et donc voilà une photo en microscopie à gauche, une photo en microscopie électronique à balayage, où on voit des cristaux en forme d'aiguille d'ibuprofène. En dessous, vous avez un petit insert, vous avez la structure cristallographique de l'ibuprofène ainsi que sa formule. Et sur la droite, vous avez ce qu'on appelle un cliché de diffraction des rayons X, qui est une technique très importante utilisée par les cristallographes pour caractériser les cristaux. Et puis en haut à droite, donc vous avez une plaquette d'Advil, pour ne pas citer la marque en l'occurrence. Les minéraux, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des organiques, on a des minéraux qui peuvent cristalliser. Donc là, j'ai présenté quelques minéraux qui ont un petit intérêt quand même, l'émeraude, le diamant et la calcite. Vous voyez, sont des cristaux qui développent des phases planes naturelles. Donc ça, c'est intéressant, c'est une des propriétés des cristaux, c'est qu'ils peuvent développer des phases planes naturelles. Et donc, vous imaginez bien que vous préférez récupérer un cristal d'émeraude ou un cristal de diamant plutôt qu'un cristal de calcite. Hein. Le calcite, c'est le carbonate de calcium. Donc ça n'a aucune valeur commerciale. Et surtout, ces cristaux n'ont aucune propriété mécanique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas malheureusement les monter sur une bague et la bague risque de casser. Par contre, ce n'est pas le cas de l'émeraude et du diamant. Les protéines, elles aussi cristallisent. Et là, je vous présente des photos de 4 différentes protéines qui sont cristallisées en solution. Et la propriété des cristaux de protéines, c'est qu'elles contiennent énormément de solvants. Et donc, on ne peut pas les manipuler à l'air. C'est dommage parce que vous avez vu, les cristaux sont très beaux. Et on imagine bien avoir une bague avec un monocristal de lysozyme, ça pourrait être sympathique. Mais malheureusement, ces cristaux, on ne peut pas les sortir de l'eau. Et puis, deuxième problème, vous le voyez ici, le petit curseur l'indique, la taille de ces cristaux, ils font quelques micromètres. Hein. Les cristaux qu'on a vus précédemment pouvaient faire jusqu'à quelques millimètres. C'est aussi pour ça qu'on parle de phénomène multi-échelle. Je vais vous le montrer par la suite. On peut, en travaillant sur les conditions de cristallisation de ces protéines, changer complètement leur aspect. Comme vous le voyez ici, on est capable de faire des espèces d'artichauts, des espèces de fléchettes ou des espèces de petites boules, comme on peut le voir en bas à droite, au bout d'une pointe. C'est juste en travaillant sur les conditions de cristallisation qu'on est capable de faire quand on élève bien ces cristaux. Là, vous avez un monocristal de cuivre. Et là, donc, vous voyez, c'est toujours quelque chose qui est monocristallin. Vous voyez que l'échelle maintenant, c'est 1 micron. C'est-à-dire que vous avez une sphère qui fait 1 micron. Et si cette sphère, on la regarde de plus près, elle est facetée, c'est-à-dire qu'il y a des petites facettes qui apparaissent dessus. Encore plus bas, puisque tout à l'heure on parlait de différentes échelles, on parlait d'approche multi-échelle, des nanocristaux d'or. Des nanocristaux d'or, là, ici, c'est ce qu'on appellerait des nanoparticules, si vous voulez. Vous avez des particules qui font quelques nanomètres de rayon. Et là, vous voyez une image en microscopie électronique à transmission. C'est-à-dire que dans le cas de cette image, on a utilisé des électrons pour imager cette particule. Et les électrons sont passés à travers la particule. Et ça permet donc d'avoir une résolution quasiment atomique. C'est-à-dire que ce que l'on voit, ce ne sont pas des atomes, ce sont des colonnes d'atomes, puisque vous imaginez qu'on est en 3 dimensions. On passe à toute autre échelle, les cristaux pour l'optique. C'est quelque chose, un savoir-faire qu'on a en France, qui est un savoir-faire qui est stratégique, parce que ces cristaux pour l'optique ont des applications qui peuvent être militaires, donc c'est pour ça qu'il y a le CEA qui travaille là-dessus. Là, c'est un grand monocristal de KDP. Vous voyez, c'est un cristal qui fait en gros 1 mètre cube. J'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin du mètre cube. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est parfaitement transparent. D'un point de vue optique, il a des qualités exceptionnelles. Et si vous regardez, tout en bas de votre grand monocristal, vous avez un tout petit, il fait déjà quelques centimètres, un tout petit monocristal qui va servir de semence. C'est comme la graine qu'on aurait ensemencée. C'est à partir de ce cristal que l'autre a poussé. Et en fait, il faut plusieurs mois pour obtenir ce monocristal. Et la moindre erreur expérimentale, c'est-à-dire la température qui n'est pas bien contrôlée, le cristal perd ses propriétés, il faut jeter l'expérience. En gros, c'est plusieurs mois de travail pour obtenir un cristal comme ça. D'autres cristaux qu'on utilise là dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quasiment
peut-être pas vous, mais du moins vous avez quelqu'un autour de vous qui a ce qu'on appelle gâché du plâtre, hein, c'est-à-dire a été acheté chez Monsieur Bricolage ou Castorama ou Leroy Merlin, j'ai cité les principaux fournisseurs. Vous allez acheter votre sac de plâtre, vous mélangez le plâtre à l'eau, et parce que vous faites de la cristallisation. Vous êtes un petit peu comme le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire que vous faites de la cristallisation à un niveau assez élevé, puisque vous faites une dissolution de cristallisation, une recristallisation, vous faites ce qu'on appelle une transition de phase. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on pourra en discuter plus tard si vous voulez. Et cette transition de phase amène à la cristallisation du plâtre, ce qu'on appelle le plâtre pris, et vous avez une image à droite de cristaux de plâtre imbriqués les uns dans les autres. Je vous l'avais dit, ou je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais en gros, pour l'extraction du gypse, hein, puisque c'est du gypse, sulfate de calcium dihydraté, dans le bassin parisien, c'est environ 5 millions de tonnes par an. Voilà une autre vue de notre mur, de notre cristaux de plâtre. Ben, vous imaginez, vous avez gâché votre plâtre, vous le pondez sur votre mur, et vous avez un mur enduit de plâtre. Voilà à quoi ressemble votre mur enduit de plâtre. Et vous voyez, j'ai entouré en rouge l'échelle. Vos cristaux font en gros une dizaine de microns ou une vingtaine de micromètres, c'est 1/1000 de mètre, sur quelques microns de large. C'est ce qu'on fait communément quand on cristallise du plâtre, quand on cache du plâtre. Et on a parlé, peut-être vous l'avez déjà entendu parler, de la grotte de Naica au Mexique. La grotte de Naica au Mexique, c'est une grotte où il y a des grands monocristaux qui ont poussé, qui eux aussi sont sur le mur, mais ont poussé à partir du mur. C'est pas tout à fait la même chose. Et ben ces grands monocristaux, ce sont exactement les mêmes monocristaux ce sont exactement les mêmes cristaux que vous avez sur la gauche, sauf qu'au lieu que l'échelle ça soit 1 micromètre, donc 10-6, 1/1000 de mètre, l'échelle c'est 1 mètre. Vous avez pour vous repérer un homme dessus. Pour la petite histoire, quand l'équipe espagnole a été travailler dans cette grotte, quand ils ont voulu publier leurs résultats, quand ils ont envoyé cette photo, l'éditeur de la revue scientifique leur a dit c'est bien, mais vous exagérez avec Photoshop. Parce qu'ils pensaient que c'était un trucage. Donc je répète, cette image est réalisée sans trucage, c'est vraiment l'échelle des cristaux. Donc vous voyez, les cristaux à gauche et les cristaux à droite sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont la même composition chimique, ils ont la même structure tridimensionnelle, donc ce sont exactement la même phase cristalline. Les cristaux, on les rencontre aussi dans l'être humain ou dans le règne animal, c'est ce qu'on appelle peut-être la biominéralisation, donc ça peut être les coquilles de mollusques, d'œufs, les coraux, etc. Et voilà à quoi ressemble par exemple un bout de coquille de mollusque vu en microscopie électronique à balayage. Donc c'est comme la microscopie optique, sauf qu'au lieu d'envoyer des photons, on envoie des électrons. Et on a une résolution donc, qui permet donc, de voir des petites briques élémentaires collées les unes sur les autres de quelques nanomètres. Donc un nanomètre c'est 10-10 mètres, hein, on en a déjà parlé, donc c'est 1000 fois plus petit que le micron. On rencontre aussi des cristaux dans les dents. Voilà donc ici l'hydroxyapatite et voilà à quoi ressemble une dent vue en microscopie électronique. Elle a été colorisée, les médecins aiment bien coloriser les images, donc elle est colorée, mais normalement les images sont en noir et blanc. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que la nature fait bien les choses. La nature, elle a inventé le nid d'abeille bien avant que nous on y ait pensé pour faire des matériaux à la fois légers et résistants. Et l'intérêt aussi, bien sûr, d'avoir ces structures nid d'abeille, c'est que ces canaux qui sont vides permettent à la matière organique de s'y développer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dans ce domaine-là, qui essayent de comprendre comment la nature arrive à faire ça. On est capable de refaire la même chose en laboratoire, mais on n'est pas capable de mélanger tous les constituants qu'il y a dans la nature et de refaire une dent. Ça serait sympathique, ça nous éviterait d'aller chez le dentiste régulièrement. J'ai pas fini avec mon bestiaire, hein, puisque toutes les bestioles qu'on doit élever, il y en a, comme je vous l'ai dit au début, hein, tous ces cristaux ont les mêmes mécanismes de cristallisation. Donc, si on a compris comment croît une protéine, si on a compris comment croît le NaCl, a priori on va comprendre comment croît le silicium. Le silicium, ça croît selon des procédés bien particuliers, mais on fait des gros barreaux comme on peut le voir sur la gauche, et ces gros barreaux sont découpés, et ça fait ce qu'on appelle des wafers de silicium, sur lesquels on va déposer des atomes, et pour faire des microprocesseurs par exemple, ou les cartes SIM, ce que vous mettez tous les jours, ce que vous avez toujours dans votre téléphone. La production de wafers à Rousset, c'est à côté d'Aix-en-Provence, il manque le petit t, c'est 350 000 tonnes par an. Donc c'est quand même une grosse production. Et vous voyez que là, il faut travailler dans des salles blanches. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui est protégé. C'est pas parce qu'on est en période Covid qu'il est comme ça. C'est bien avant le Covid, il était déjà équipé comme ça. Parce que là, il faut pas qu'il y ait de poussière qui vienne polluer les expériences de cristallisation. Bien que la cristallisation soit une étape de purification, il va pas falloir venir polluer le cristallisoir.
J'avais quelques slides sur la production des cristaux en Provence. Malheureusement, l'usine qui produisait l'acide tartrique à Marseille a fermé il y a quelques années, mais c'était un procédé de cristallisation qui était très intéressant, puisqu'on partait des résidus des caves viticoles et on recristallisait l'acide tartrique. On produit encore à Marseille, dans le 14e au Canet, des produits fongicides, pardon, c'est la société Xerax Gris. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la bouillie bordelaise, et ben, elle est produite à Marseille. En tout cas, ces dernières années, était produite à Marseille. Et puis, à côté d'Aix-en-Provence, il y a une usine Gardanne où, à la fin du 19e siècle, le procédé Bayer de production de l'alumine a été développé. Et l'usine existe toujours aujourd'hui, au 21e siècle. Elle a changé plusieurs fois de nom. C'était Péchiné, c'est devenu Rio Tinto. Puis maintenant, c'est un fonds de pension américano-russe, je crois, qu'il a acheté Alteo. Alors, je ne ferai pas de commentaire. Donc maintenant, arrivons à ce qui nous intéresse, hein, puisque je vous ai parlé de bétail à élever, et donc vous avez vu ce que pouvait être mon bétail. Je vous ai dit que mon bétail, il était que j'élève une chèvre, une vache, un mouton. En fait, j'aurais à peu près les mêmes problèmes à régler, les mêmes questions auxquelles répondre. Donc je vais vous expliquer maintenant ce que nous on fait au laboratoire et ce que ceux qui parmi vous vont s'attaquer au concours de cristallisation auront à faire, c'est ils vont faire ce qu'on appelle de la cristallisation en solution. Donc la première des choses que l'on fait quand on veut cristalliser quelque chose, en général ça commence toujours comme ça, on vous fournit une poudre. Le produit il est sous forme solide, pulvérulent, et bien cette poudre on va commencer par la dissoudre. Donc on va prendre un truc simple, l'eau et le sel, je vais mettre du sel dans ma casserole d'eau, hein, exactement ce que je fais quand je vais préparer des pâtes. Et on s'en est tous rendu compte que si je mets le sel dans l'eau froide, ça se dissout un petit peu. Quand l'eau chauffe, ça se dissout plus rapidement. Donc il y a un effet de la température sur la quantité que je vais pouvoir dissoudre en solution. Ensuite, une fois que j'aurai réussi à dissoudre mon sel dans ma casserole d'eau, il va falloir que je sois dans des conditions de cristallisation. Pour être dans des conditions de cristallisation, il va falloir que j'ai ce qu'on appelle dépasser la solubilité, c'est-à-dire dépasser la quantité que je pouvais mettre dans la solution. Donc je répète, la solubilité, c'est la quantité maximum que l'on peut dissoudre. Donc, comment créer cette sursaturation? Excusez-moi, je n'ai pas défini la sursaturation. Donc, comment créer cet écart à l'équilibre? Je ne l'ai pas défini non plus. Comment donc être au-dessus de la solubilité? Donc, comment créer ces conditions de cristallisation? Pour le sel, c'est évaporer. Hein, quand vous évaporez l'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous concentrez le sel, et donc à ce moment-là, si vous étiez à la solubilité, la quantité maximum que vous pouviez dissoudre, vous allez vous retrouver dans une solution qui est au-delà de sa solubilité, donc vous êtes dans des conditions de cristallisation, et c'est pour ça qu'on a la cristallisation dans les marais salins. Une autre façon de faire des cristaux, c'est le refroidissement. Prenez le cas d'épée, c'est les fameux cristals pour l'optique. Si vous avez atteint la solubilité à une température élevée, on va dire 40, 50, 60 degrés, vous allez diminuer la température et ainsi vous retrouvez au-dessus de la solubilité et donc créer des conditions de cristallisation. Donc il y a deux grosses façons, il en existe d'autres, mais c'est soit l'évaporation, c'est soit la variation de température. Donc là, je vous ai représenté maintenant, je vais présenter quelques exemples. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait grandir les cristaux. Donc là, dans ce diagramme que vous voyez ici, sur l'axe des ordonnées, vous avez ce qu'on appelle la solubilité. Excusez-moi, j'ai laissé en anglais, c'est la solubilité, en grammes par litre ou en milligrammes par millilitre. Et sur l'axe des abscisses, vous avez la température en degrés, entre 10 et 30 degrés. Et la courbe représente ce qu'on appelle la courbe de solubilité, c'est-à-dire pour chacune des températures. Par exemple, si vous prenez 20 degrés, quand vous placez sur la courbe, ça correspond à peu près à 5 mg par millilitre, ça correspond à la quantité maximum que vous allez pouvoir dissoudre dans cette solution. Donc, vous allez pouvoir mettre 5 mg par millilitre de solution. C'est ce qu'on appelle la courbe de solubilité. Donc moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est si je mets des cristaux, si j'élève mes cristaux dans une solution qui est au-delà de l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon cristal va grandir, il va croître. C'est ce qu'on appelle de la croissance cristalline. Et là, vous voyez les phases de mon cristal qui se développent au cours du temps. Donc, on va laisser le film se terminer. Donc, vous voyez que si on apparente toujours la cristallisation à l'élevage, si c'était une cage, à un moment, le cristal va s'arrêter de croître, sinon il fera plus grande la cage. C'est un petit peu ce qui va se passer ici, c'est-à-dire qu'il va avoir en fait consommer tout ce qu'il pouvait consommer et la croissance va s'arrêter. Ce qui est intéressant de voir, c'est que
le cristal développe des phases planes quand il a cristallisé en solution, et que, étonnamment, c'est contre-intuitif, hein, c'est pour ça que je vous le montre sur cette diapositive, plus une phase croît rapidement, plus elle a tendance à disparaître, les phases qui poussent le plus vite disparaissent. C'est ce que l'on voit sur ce schéma, où j'ai superposé le cristal à l'instant t égale 0 au cristal à l'instant t, et les petits vecteurs, les petites flèches en bleu, représentent le déplacement au cours du temps, et vous voyez que les phases qui poussent vite, qui ont le vecteur bleu le plus grand, disparaissent, alors que les phases qui poussent lentement, qui ont le vecteur bleu le plus court, se développent. Donc ça c'est intéressant, parce que c'est un moyen de contrôler la croissance de nos cristaux. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait la naissance, la vie et la mort des cristaux. Là, je vais vous présenter la mort des petits cristaux. Donc là, c'est toujours le même diagramme sur votre gauche, où j'ai représenté la solubilité en fonction de la température. La courbe nous représente donc ce qu'on appelle la courbe de solubilité ou la courbe d'équilibre. Et donc, je suis dans un domaine, vous voyez, je suis à l'étoile rouge, je suis un domaine où je suis au-delà de la solubilité, c'est-à-dire que mes cristaux vont croître, mais j'en ai beaucoup. Et donc, moi, j'ai envie de tuer mes cristaux, de tuer les petits cristaux, avant d'aller au marché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer sur mon diagramme, c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase. Sur ce diagramme, je vais augmenter la température pour passer de 10 degrés à 30 degrés, de manière à me retrouver sous ma courbe de solubilité. Et qu'est-ce qui va se passer quand je suis sous cette courbe de solubilité? En fait, je peux encore dissoudre des cristaux. Les cristaux présents sont ceux que l'on voit dans la solution. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que les cristaux, le film il avance doucement, vous voyez que les cristaux se dissolvent petit à petit, et quand les petits cristaux sont plus petits, ils vont se dissoudre plus rapidement que les gros cristaux, parce qu'il y a moins de matière à faire disparaître. Mais vous voyez que tous les cristaux se dissolvent. Par contre, les gros cristaux, comme ils sont gros, ils se dissolvent pas complètement. Et puis à un moment, et ça c'est la force, c'est le travail de l'éleveur, je vais à nouveau diminuer la température de manière à remettre mes cristaux en croissance et de manière à garder mes gros cristaux. Donc je n'ai pas laissé le film continuer jusqu'au bout, mais tous les cristaux peuvent ainsi retrouver la grande taille. Et donc on a fait ça, on a fait ce qu'on appelle du nettoyage de solution, un petit peu comme si j'avais nettoyé ma cage de toutes les bestioles que je voulais éliminer. Alors les cristaux, on l'a vu, ils ont des faces planes, mais quand on va les regarder de près en microscopie, là c'est une microscopie qui s'appelle microscopie à force atomique, j'aurai peut-être une question dessus tout à l'heure, allez savoir, on est capable de faire en fait la topologie de la surface, et donc là c'est la topographie, par contre, c'est la topographie de la surface, une carte comme des courbes de niveau sur une carte géographique. Donc, ce qu'il faut noter sur cette carte, c'est que les axes ne sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'on a une représentation avec trois axes, X, Y et Z. Z étant l'axe, on va dire, perpendiculaire au plan du tableau ou au plan de la diapositive. Les axes X et Y, vous balayez, font 10 microns par 10 microns, pardon, 10 micromètres par 10 micromètres, alors que l'axe Z fait 40 nanomètres, c'est-à-dire que c'est 1000 fois plus petit. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une rugosité de surface, qu'il y a des marches sur la surface qui vont faire que la face sera pas plane. Mais en fait, quand on le regarde au niveau microscopique, 40 nanomètres sur 10 microns, on va pas le voir, la face va apparaître plane. Mais si on va voir de près ce qui se passe, voilà qu'à ressemble votre cristal quand il est en train de croître. Et donc c'est ce qu'on appelle des spirales de croissance. Et c'est ça qui est intéressant dans les cristaux. Les cristaux ont des symétries, ils ont des mécanismes de croissance qui sont très intéressants et ils poussent par propagation, entre autres, de spirales sur des surfaces, ce qui est assez intéressant. Donc là, vous avez aussi la surface de deux cristaux. Donc à droite, vous avez une spirale de croissance. À gauche, vous avez un zoom d'une autre partie du cristal où là, on a des terrasses et des marches. C'est-à-dire qu'on a des marches, et entre deux marches, on a ce qu'on appelle une terrasse. Et donc c'est intéressant pour les gens qui étudient les mécanismes de croissance cristalline d'être capables d'observer la surface des cristaux. Donc aujourd'hui, on a des outils, là c'est la microscopie à force atomique, qui nous permet d'observer la surface des cristaux. C'est la même chose que pour la microscopie électronique, les images, elles ne devraient pas être en couleur, simplement on peut remplacer des niveaux, ce sont ce qu'on appelle des fausses couleurs, on remplace des niveaux de gris par des niveaux de marron dans ce cas-là. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut aller à une résolution très importante, puisque là, vous voyez, j'ai zoomé sur un balayage de 100 nanomètres par 100 nanomètres. Il s'agit de protéines, et avec une technique, entre guillemets, basse résolution, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de voir la structure de la protéine, je vois mes protéines comme des boules qui s'assemblent dans le réseau de manière périodique, et donc c'est une démonstration, une fois de plus, de la périodicité des cristaux observés directement, ce qu'on appelle l'espace direct. Donc, pour terminer ma présentation, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai quelques minutes encore, je vais vous parler des nouvelles techniques d'élevage intensif qu'on a mis au point au laboratoire. On n'est pas les seuls, bien entendu, mais qu'on utilise
qu'on utilise au laboratoire, c'est l'utilisation des gouttes. Les gouttes au secours des éleveurs de cristaux. C'est une technique qu'on appelle la microfluidique. Alors, la question, c'est pourquoi des gouttes pour étudier la cristallisation? L'intérêt de gouttes, c'est qu'on va pouvoir manipuler des petits volumes. Ça, c'est intéressant parce que dans des périodes où il faut faire attention à l'écologie, il faut faire attention à l'économie, attention à la sécurité, on manipule moins de réactifs, on manipule moins de solvants, on a moins de déchets, donc tout ça, c'est positif. Et le deuxième intérêt que ça a, et ça je vais vous le montrer par la suite, c'est un intérêt, ça permet de répéter, de faire plusieurs fois la même expérience et d'avoir ce qu'on appelle de bonnes statistiques pour les expériences qu'on réalise. Et puis deuxième point, ou troisième point important, pour savoir où et quand les cristaux vont apparaître, parce que ça c'est un gros problème, où et quand les cristaux vont naître. Je vais vous le montrer. Parce que si vous faites la cristallisation dans un bécher classique, vous allez avoir des cristaux qui vont apparaître dans votre bécher, mais vous ne savez pas où observer dans le bécher pour savoir où le cristal va apparaître. Donc vous allez être limité par la technique à utiliser. Pour voir ce qui se passe dans un bécher, je vais être obligé d'utiliser l'œil nu. Parce qu'avec l'œil nu, je suis capable d'appréhender tout mon bécher. Si maintenant je prends un microscope optique, mon microscope optique va me permettre d'appréhender un champ optique de 1 mm, par exemple, je ne pourrais pas regarder tout mon bécher, et donc si je regarde au mauvais endroit, je peux rester, comme on le voit ici, des heures à un endroit entre deux cristaux, et je vais rien voir, et je vais dire, il se passe rien. Donc c'est important de savoir où et quand. Si on fait la cristallisation dans une goutte, qui fait, au lieu de faire quelques centimètres, fait quelques millimètres ou quelques centaines de micromètres, je sais où vont apparaître les cristaux. Il me restera bien entendu à répondre à la question quand les cristaux vont apparaître. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Juste pour vous rappeler, si vous prenez une bouteille plastique, il ne faudrait pas, mais une bouteille plastique d'évian d'1 litre, elle fait en gros 20 cm. Si vous utilisez un petit flacon pour faire des expériences de cristallisation comme on fait au laboratoire habituellement, il fait 2 cm, et au lieu de faire 1 litre, il fait 1 millilitre, donc 1 millième de litre, 10-3 litres. Une petite révision sur les puissances comme ça. Si vous prenez maintenant des gouttes qui font 1 mm de diamètre, vous allez avoir un volume de 1 microlitre, 10-6 litres. Si mes gouttes font 500 microns de diamètre, je vais avoir un volume de 100 nanolitres, 10-7 litres. Et si mes gouttes font 150 microns de diamètre, je vais avoir un volume d'1 nanolitre, 10-9 litres. C'est-à-dire que si je réalise une expérience dans le dernier capillaire que je présente, en fait, ce que j'appelle capillaire, c'est un petit tuyau où j'ai des gouttes, vous voyez que chacun de mes cristallisoires, chacune de mes expériences sera réalisée dans un volume de 1 nanolitre. C'est-à-dire que si je fais la même manip dans un volume d'1 litre, je vais avoir un résultat. Si je fais mes expériences dans un volume d'1 nanolitre et que je consomme 1 litre, je vais avoir 10 puissance 9 résultats. Donc vous voyez tout l'intérêt de la technique. Donc ici, je vous présente un appareil qu'on utilise classiquement pour fabriquer des gouttes au laboratoire. Ça s'appelle de la microfluidique. En bas, vous avez une puce microfluidique. Et en haut, vous avez à gauche la génération des gouttes. Donc là, il suffit. En fait, ce que je fais, c'est simplement de gouttes colorées d'eau dans l'huile. Donc c'est comme si vous mélangez de l'eau et de l'huile. Vous pouvez essayer chez vous. Vous prenez un peu d'huile, un peu d'eau, vous le mélangez. Et vous allez voir rapidement la formation de gouttes. Par contre, ça va décanter, c'est-à-dire que vous allez avoir, je ne vais pas dire de bêtises, l'huile en dessous et l'eau au-dessus, et ça ne sera pas stable. L'avantage de la microfluidique, comme on peut le voir sur l'image de droite et sur l'image en dessous, c'est que comme les gouttes, elles sont coincées dans des petits tuyaux, dans des petits capillaires, là les canaux font 500 microns, elles sont stabilisées, elles vont pas coalescer. Et ça c'est intéressant parce que ça avance tout seul, c'est magique. Ça c'est intéressant, parce que là, si vous regardez cette puce, si maintenant vous imaginez qu'au lieu de faire de l'eau violette, j'ai mis une solution que j'ai dissoute à haute température, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé du KDP, on peut imaginer du KDP, on le dissout à 50 degrés, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant diminuer ma température à 20 degrés, et je vais regarder ma puce. Alors là, ma puce, excusez-moi, je ne vous l'ai pas défini, ça s'appelle une puce microfluidique parce que c'est intégré, c'est un petit volume. Vous voyez l'image en haut du montage en insert. Donc là, je zoome sur une partie, je vois des canaux et je vois des gouttes. Donc je suis dans une configuration bien particulière, je suis entre polariseurs croisés, c'est-à-dire que j'ai polarisé la lumière dans les deux directions, et donc j'ai éteint la lumière. Et donc normalement l'image devrait être noire, donc on voit quand même qu'il y a des gouttes qui brillent, tout simplement parce qu'il y a des phénomènes qui font que la lumière se redépolarise à cause de l'interface, mais tout est noir. Et donc les cristaux ont une propriété intéressante, c'est qu'ils ont tendance à rétablir la lumière entre polariseurs croisés. Donc là, c'est ce qu'on va voir au cours du temps. Et donc là, vous voyez que des cristaux apparaissent, c'est des points brillants. Et donc, ce que je vais être capable de faire, c'est la même expérience qui est répétée 200 fois dans cette puce-là. On voit une quinzaine de gouttes. Ce qui est intéressant de voir dans ce film, c'est que c'est exactement les mêmes conditions. Et vous allez me dire que je suis un mauvais expérimentateur, puisque j'ai fait
20 fois la même manip ici, et à chaque fois, j'ai des résultats différents. Et ça illustre le côté aléatoire de la nucléation. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas de cristaux, des fois, on a un cristal, des fois, on a 2 cristaux, des fois, on a 3 cristaux. Et donc, on a besoin de faire des statistiques. Et donc, c'est pour ça que quand on va faire une expérience comme celle-ci, peut-être qu'à la fin, vous allez avoir un chercheur qui va vous dire, eh ben, dans ces conditions-là, j'ai 0,783 cristaux par goutte. Hein, ce qui n'est pas possible, bien entendu, mais c'est une moyenne statistique. Donc, c'est l'intérêt de cette technique-là, et ça permet donc de faire des mesures précises. Là, par exemple, c'est une expérience qui a été réalisée au laboratoire. Ça a été fait dans le cadre d'un stage TIPE, d'un projet TIPE, par un étudiant, un lycéen qui est venu au laboratoire. Il s'agit de gouttes. Donc, on est dans un capillaire de microfluidique, de gouttes qui sont bleues, tout simplement parce qu'on a mis un colorant alimentaire dedans. Il y a une protéine, on va diminuer la température, et vous allez voir, donc il y a une petite animation, voilà, ça va bien marcher. Vous allez voir qu'il y a des cristaux qui naissent dans les gouttes, et que les cristaux deviennent bleus et la solution devient transparente. Ça veut dire que le colorant, il va avec les cristaux, et ça démontre que le cristal se nourrit de la solution. Voilà, donc le cristal pousse dans la solution et se nourrit de la solution. Donc on peut faire énormément de choses avec cette technique. Là, par exemple, je vais présenter 3 séries de gouttes, où on a ce qu'on appelle un gradient de concentration, c'est-à-dire que la concentration augmente de la gauche vers la droite, et vous allez voir que à gauche, on a un beau cristal, au milieu, on a quelques cristaux, et puis sur la droite, on a plein de petits cristaux qui ont disparu, qui ont été mangés par les plus gros cristaux. Et donc, à gauche, on a ce qu'on appelle nucléation et croissance classique. À droite, on a ce qu'on appelle le mûrissement, c'est-à-dire les gros mangent les petits. C'est un petit peu comme ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Une autre technique, pour terminer, avec laquelle on s'amuse bien au laboratoire, c'est une technique toute bête. Hein. Vous avez une goutte d'huile, là, et c'est dans cette goutte d'huile, vous venez déposer des gouttes d'eau avec un capillaire. Alors, pourquoi on travaille dans l'huile? Pourquoi on a l'idée de déposer des gouttes d'eau à l'aide d'un capillaire? Parce que l'intérêt de l'huile et de l'eau, c'est que ça ne se mélange pas. Donc, on s'est dit, c'est génial. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Donc là, je vous montre mon capillaire qui vient déposer mes gouttes d'eau salée, j'ai mis de l'eau et du sel, sous l'huile. Voilà ce qui se passe au cours du temps, c'est quasiment du temps réel, c'est accéléré 2-3 fois, les gouttes disparaissent, bon, alors on ne sait pas ce qui se passe, hein. Puis d'un seul coup, les cristaux apparaissent, là, on comprend ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la cristallisation, donc il a dû se passer quelque chose pour qu'il y ait de la cristallisation. Au passage, vous voyez que pas toutes les gouttes ont nucléé en même temps, et surtout, pas toutes les gouttes ont donné naissance à des cristaux par rapport au temps où elles ont été générées. Donc c'est encore ce qu'on appelle l'aspect aléatoire de la nucléation, d'où l'importance de réaliser un grand nombre d'expériences. En fait, ce qui se passe, on le voit en regardant la même manip, mais de côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on a dit depuis tout petit, c'est faux. L'eau et l'huile se mélangent, puisque l'eau s'en va dans l'huile. Et en fait, vous voyez que les gouttes s'écrasent. Elles disparaissent parce qu'en fait, l'eau s'en va des gouttes et les cristaux apparaissent. Donc pour terminer, je vous montre, c'est des choses qu'on fait en ce moment au laboratoire. Donc là, c'est de la recherche qu'on fait en ce moment au laboratoire pour justement comprendre ces phénomènes de nucléation, d'apparition du cristal, parce que les mécanismes ne sont pas bien compris aujourd'hui. Et si on était capable de savoir où et quand vont apparaître les cristaux, on serait bien content. Et donc là, on va utiliser des pointes. C'est une chose aussi qu'on sait bien faire au laboratoire. Et vous devinez, je ne sais pas si vous voyez, une goutte. En fait, c'est une goutte qui commence à s'évaporer, donc qui est très concentrée, mais qui est métastable, c'est-à-dire qu'elle est concentrée, elle devrait cristalliser, mais elle ne cristallise pas. Et je vais venir avec ma pointe, taper sur la goutte, de manière à déclencher la cristallisation. Et ça répond à la question où et quand, puisque je sais où dans la goutte, je sais où exactement là où la pointe a tapé, et je sais quand, c'est au moment où j'ai tapé avec la pointe. Donc ça veut dire que maintenant on a des outils sérieux pour étudier la cristallisation. Alors vous allez me dire c'est super, ça c'est de la recherche fondamentale, c'est vrai, mais ça a plein d'applications. Alors on est dans la semaine du climat, on aurait pu être dans la semaine du goût, j'aurais vous parler du chocolat, là on est dans la semaine du climat, je vais vous parler donc des impacts sur le climat. Par exemple, dans le climat, on a beaucoup d'aérosols, donc de petites gouttelettes. Ces gouttelettes, en général, elles sont chargées en particules minérales qui peuvent être des sels, qui peuvent être des sulfates, qui peuvent être des ammoniums, etc. Et ces particules qui peuvent être générées, par exemple, par la présence de la mer, hein, ce qui est le cas quand on est à Marseille, un peu moins à Aix-en-Provence, mais quand même, ces particules, ces aérosols, elles peuvent rencontrer des particules émises par la pollution urbaine, émises par l'agriculture, émises par les industries, et ces particules, quand elles vont
rencontrer les gouttes, et comme je vous l'ai montré précédemment, il va y avoir un choc mécanique qui sera localisé dans la goutte et qui pourra provoquer la nucléation. Et ça veut dire qu'on aura en suspension, au lieu d'avoir des gouttes dans le ciel, on aura en suspension des particules, et ça aura un impact sur le climat via la diffusion de la lumière, des rayons de soleil. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé. Nous nous retrouvons dans 5 minutes pour la série des questions. Donc une petite pause de 5 minutes et à tout à l'heure. Bien, donc nous nous retrouvons pour la série des questions destinée à Stéphane Wessler, notre éleveur de cristaux. Alors, première question, est-ce que le diamant et le graphite, c'est la même chose? Je suis l'antenne? Oui, pardon. Oui et non. Non, ce ne sont pas les mêmes solides. Oui, c'est la même composition chimique. Donc ça, c'est une particularité de la cristallographie, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire un même composé chimique a une structure cristalline ou différente. Ainsi, le graphite et le diamant qui sont constitués de carbone. Et le diamant est très solide, alors que le graphite est très friable, et ça, c'est lié au fait des structures cristallines différentes. Et ça veut dire que même si la chimie est la même, il faut considérer les solides comme étant des solides totalement différents. Autre question, alors c'est une définition. Qu'est-ce qu'une salle blanche? Bonne question. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour répondre, mais qu'est-ce que c'est qu'une salle blanche? Une salle normale, un laboratoire ou une salle de classe, on dirait que c'est une salle noire parce que les poussières ne sont pas filtrées, donc il y a des poussières partout. Et si on filtre un petit peu les poussières, selon le niveau qu'on accepte d'avoir des poussières dans la pièce, on aura une salle qui sera grise, et si elle est sans poussière, on aura ce qu'on appelle une salle blanche, c'est-à-dire qu'on aura éliminé toutes les poussières de l'atmosphère, donc l'air est filtré en permanence. Donc c'est ce qu'on utilise en microélectronique par exemple. Une nouvelle question de définition, qu'est-ce que le KDP? C'est le potassium diphosphate, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, si c'est juste ça la question, mais donc c'est des cristaux qui sont utilisés pour l'optique. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de micro-gouttes, est-ce qu'il y a aussi des nano-gouttes? Oui, tout à fait. Mais les propriétés ne sont pas les mêmes. Nous, et je ne suis pas du tout compétent pour vous en parler, mais en effet, la microfluidique, ce que je vous ai présenté, et j'aurais peut-être dû le définir un peu plus précisément, c'est la manipulation des fluides à l'échelle submillimétrique, mais entre, je dirais, le micromètre, donc 10-6 mètres, et le millimètre, donc 10-3 mètres. Par contre, quand on descend en dessous de 10-6 mètres et qu'on descend jusqu'à 10-9 mètres, c'est-à-dire le nanomètre, on a des propriétés des fluides qui vont être différentes et qui seront difficiles à manipuler et à stabiliser. Alors, le lycée Ampéry Salon de Provence vous demande ce qu'est, et vous interroge sur la microscopie à force atomique. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je vais essayer de faire simple, n'étant pas un physicien, mais juste un utilisateur de cette technique-là. Si vous voyez mon doigt, si je prends mon doigt et que je veux balayer une surface avec mon doigt, je suis capable, je sais à peu près où est mon doigt. Si je considère la sensibilité de mon doigt qui fait un rayon de 1 cm, je suis capable, si je connais à tout moment la position de mon doigt en X, Y et Z, au centimètre ou au millimètre près, de savoir où était mon doigt, et donc je suis capable de reconstruire une image tridimensionnelle de la surface. Si maintenant, au lieu de faire ça avec mon doigt, je fais ça avec une pointe, par exemple la pointe que je vous ai montrée dans mon exposé, qui peut faire quelques nanomètres de rayon de courbure, c'est-à-dire c'est la taille du triangle, on va dire pour faire simple, au bout de la pointe, et je vais pouvoir balayer ma surface, mais au lieu d'avoir une résolution qui est liée au millimètre parce que mon doigt fait 1 centimètre, j'ai de fortes chances d'avoir une résolution de l'ordre du nanomètre. Et si je suis capable de connaître mes déplacements avec une précision de l'ordre de l'angstrom ou du nanomètre, je serai capable de reconstruire une image tridimensionnelle avec une résolution du nanomètre. Et ça, la possibilité de déplacement avec une résolution de quelques nanomètres, voire de quelques angstroms, ça se fait avec des céramiques pour faire
piézoélectriques, voilà, des céramiques piézoélectriques qui permettent donc de déplacer avec des précisions de l'ordre du nanomètre des pointes. Très bien. Alors, le collège Chateaubriand, qui s'interroge sur à partir de quoi le cristal se forme dans la goutte. Donc, on revient sur l'exposé. Je pense qu'il faut peut-être réexpliquer, alors. Tout à fait. Donc, je vous ai expliqué que on va prendre des cristaux de sel, c'est le plus simple, hein, puisque tous les cristaux, comme je vous l'ai dit, posent de la même façon. Je vous ai expliqué que quand vous prenez le sel, vous allez le dissoudre dans la solution, et donc vous allez avoir non plus des cristaux dans la solution, mais vous allez avoir, donc on l'a déjà vu, hein, donc des ions hein, de NaCl, donc de Na+ et du Cl- en solution, et ces ions vont se réorganiser entre eux pour former le cristal quand on va être au-dessus de la courbe de solubilité, quand par exemple on aura refroidi la solution. Et donc les atomes vont s'assembler pour donner des cristaux. Ils vont s'agréger, donc pour donner des cristaux, ils vont s'agréger de manière ordonnée, c'est ce qu'on appelle la nucléation, pour donner les cristaux en solution. Alors, une question de nos amis de Besançon qui voudraient apparemment avoir une action sur leur météo. Alors, question, est-ce qu'on peut contrôler la météo avec les cristaux? Alors, attention, il y a deux choses, hein. Il y a l'ésotérisme et la science. Donc on ne va pas parler des cristaux qu'on va mettre dans un coin, on pourrait espérer déclencher la pluie. Moi, je vais vous parler de ce que je sais, c'est-à-dire c'est dans l'atmosphère, on peut en effet, en envoyant des cristaux, donc qui jouent le rôle de précurseur, déclencher la cristallisation dans le ciel et donc déclencher la pluie. Et donc une anecdote qui est assez célèbre pour ça, hein, c'est-à-dire que dans les années 50, les Russes, à des fins de propagande, quand ils faisaient des défilés militaires, la veille des défilés militaires, il y avait les avions russes, les MiG, qui venaient dans le ciel et qui envoyaient des particules d'AGI de manière à faire disparaître les nuages en provoquant la pluie, de manière à ce que les défilés russes, c'était les plus beaux, il y avait le ciel qui était parfaitement bleu. Donc, a priori, envoyer des cristaux dans le ciel, ça peut permettre de contrôler en effet la météo. C'est quand même encore un petit peu controversé, mais il y a des tenants scientifiques. Voilà. Alors, une question aussi sur les minéraux, alors les cristaux, j'imagine, rares. Est-ce qu'on peut faire des cristaux rares de façon artificielle? Alors, je vais poser la question encore autrement. Est-ce que vous pouvez nous donner la méthode de fabrication des diamants? Alors, je vais vous répondre à tout ça. Oui. Voilà. En fait, la cristallographie, on est un peu là pour ça aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle fille de la minéralogie, parce que au début, qu'est-ce qu'on faisait? On ramassait des cailloux, on les étudiait, on les observait, on les classait, ça c'est la minéralogie. Et ensuite, on s'est intéressé à comprendre leur mécanisme de formation, et donc on s'est intéressé à essayer de reproduire ce que faisait la nature. Donc d'abord, on a reproduit des choses faciles à faire, carbonate de calcium par exemple, et puis petit à petit, forcément, on est parti vers les choses intéressantes, et parmi les choses intéressantes, bien sûr, on a le diamant, c'est essayer de reproduire le diamant. Donc on peut le faire, de reproduire les diamants. Ça nécessite des énergies assez importantes, parce qu'il faut travailler à forte température et à forte pression. Et je ne suis pas spécialiste, mais les spécialistes reconnaissent facilement un cristaux synthétique d'un cristal, un cristal synthétique d'un cristal naturel au niveau des propriétés optiques. Mais par contre, au niveau des propriétés physiques, c'est-à-dire dureté, les cristaux synthétiques sont très intéressants. D'ailleurs, c'est eux qui sont utilisés dans les poudres abrasives, aujourd'hui. Très bien. Alors, une demande d'éclaircissement sur la transition de phase lorsque vous avez parlé du plâtre. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est que cette transition de phase? Je vais essayer d'expliquer simplement. Je vais d'abord revenir à l'exemple du diamant et du graphite. C'est bien d'avoir eu la question précédemment. Le diamant et le graphite, c'est deux phases solides du carbone. Donc, si on passe du diamant au graphite, c'est pas sympa, hein, parce que si vous avez du diamant et que le lendemain vous arrivez, vous avez du graphite sur votre bague, vous ne serez pas content, mais ça sera une transition de phase. C'est-à-dire qu'on sera passé de la phase diamant à la phase graphite. Le plâtre, c'est la même chose. En fait, ce qu'on achète chez Monsieur Bricolage, c'est du plâtre. Et ce plâtre, c'est ce qu'on appelle un sulfate de calcium hémihydrate, c'est-à-dire que dans le cristal, j'ai une molécule de sulfate de calcium et une demi-molécule d'eau. Et quand je rajoute de l'eau, je dissous tout ça, et je recristallise du sulfate de calcium dihydrate, c'est-à-dire toujours du sulfate de calcium, avec 2 molécules d'eau. Et donc,
c'est deux solides, il y en a un c'est un sulfate de calcium hémihydrate, l'autre c'est un sulfate de calcium dihydrate. Ces deux solides ont à peu près la même composition chimique, mais n'ont pas du tout la même structure cristalline, et c'est pour ça qu'on parle de transition de phase. D'accord. Une autre question sur la solubilité. Est-ce que la courbe de solubilité est toujours la même selon les cristaux? Non. La croissance cristalline, c'est universel, c'est-à-dire les mécanismes sont les mêmes. Par contre, les courbes de solubilité, c'est quelque chose qui caractérise un matériau. Et mesurer sa solubilité, c'est une des étapes importantes que l'on doit faire quand on fait des études de cristallisation. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à prédire, ou très difficile du moins à prédire. Et ça aurait été sympathique, en effet, que tous les matériaux aient la même solubilité. Mais ça veut dire qu'ils auraient tous la même stabilité, et ça nous poserait peut-être des problèmes dans la vie de tous les jours. On serait peut-être pas dans le même monde aujourd'hui si tous les matériaux avaient la même solubilité. Alors une question du collège Marcel-André de Seine qui, j'ai l'impression, participe au concours. Comment peut-on arriver à faire pousser un cristal en suspension dans une solution? De plein de manières. En fait, ce qu'on appelle en suspension, c'est juste... Quand je mets mes cristaux de sel de cuisine dans ma casserole, tant qu'ils ne sont pas dissous, mes cristaux ils sont en suspension. Même s'ils sont déposés au fond de la casserole, en fait, ils sont en suspension. En fait, ils sont dans la solution. Après, je peux utiliser un agitateur et je peux avoir des cristaux qui vont flotter dans la solution, ou je peux attacher, ça peut vous intéresser pour le concours, hein, je peux attacher un cristal au bout d'une ficelle et puis le tremper dans la solution et il sera en suspension aussi. Et le mieux, bien entendu, étant qu'il soit au milieu de la solution plutôt qu'en bas, parce que s'il est en bas, vous imaginez bien que c'est plus difficile de faire croître la face du cristal qui est contre les parois de votre casserole. Si ça répond à votre question. Comment on peut donner une couleur aux cristaux? Comment on les colorie? Alors, déjà, il y a ça, c'est une question qui est pas forcément facile, parce que déjà, les cristaux peuvent avoir d'eux-mêmes leur propre couleur. Il existe une molécule pharmaceutique qui s'appelle le ROY, R-O-Y, parce qu'il a 3 phases cristallines différentes, c'est-à-dire la même molécule fait 3 structures cristallines différentes, une rouge, red, une orange, orange, et une jaune, yellow, c'est pour ça que ça s'appelle yellow. C'est parce que la structure cristalline fait que la lumière se propage différemment, et donc ça se colorie. Après, on peut rajouter des colorants à son milieu de croissance. Comme je vous l'ai montré dans le petit film où j'ai mis un colorant alimentaire. Simplement, il faut que votre colorant il ait plus d'affinité pour la molécule que l'on veut cristalliser, ce qu'on appelle le soluté, que pour le solvant. Si votre colorant il préfère rester avec l'eau, le cristal va séparer va se séparer du colorant. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut faire des tentatives. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a essai-erreur bien sûr, mais il y a quand même la chimie. La chimie permet de savoir si un colorant, par exemple un colorant est un tensioactif, il est dans l'eau, de l'autre côté il a une protéine qui a, par exemple dans le cas de mon exemple, où il y a des parties hydrophiles qui aiment l'eau et des parties hydrophobes qui n'aiment pas l'eau, le colorant il va être super bien sympa, copain avec la protéine et moins copain avec l'eau. Donc il y a de fortes chances que le colorant il parte avec la protéine. Alors, on prend encore 2 questions. Donc là, c'est toujours le collège Chateaubriand. Est-ce qu'on est capable de reproduire en laboratoire tous les cristaux qui existent dans la nature? C'est une vaste question. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. A priori, comme je vous l'ai expliqué pour la biominéralisation, on est capable de refaire les cristaux dedans, etc. Mais juste du mimétisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'injecter quelque chose dans la dent et la dent se mettra à pousser. Par contre, ex situ, je ne sais pas comment on pourrait dire, pas in vitro, on est capable de refaire des dents s'il le fallait. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas refaire. Je ne vois pas de choses qu'on ne pourrait pas refaire. Et une dernière question qui nous permettra d'avoir une petite note poétique. Alors, à demi poétique, parce que je commence par les polluants. Est-ce que les polluants qui sont présents dans l'atmosphère pourraient modifier la forme des cristaux de neige? Oui. Pourquoi pas? Puisque les cristaux de neige donc, se forment dans les nuages, exactement, c'est comme la pluie. C'est simplement les conditions de pression et de température qui fait qu'on fait de la glace, de la neige, ou même si on fait de la glace, quand ça tombe, elle peut fondre et ça peut devenir de la pluie. Et en fait, c'est la glace qui fond et qui se transforme. Les additifs
ce qu'on rajoute à la cristallisation quand on veut le faire de manière contrôlée. C'est ce qu'on appelle additif. Quand c'est de manière incontrôlée, quand c'est une impureté, c'est-à-dire un polluant, il peut en effet venir interférer cette cristallisation et pourquoi pas changer l'aspect de nos cristaux. C'est tout à fait envisageable. Mais je dirais juste qu'il y a un institut à Grenoble qui travaille là-dessus et il y a des gens qui pourraient mieux répondre que moi là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Wessler. Donc nous allons Merci à vous. finir cette heure passée ensemble pour ensuite accueillir Evelyne Salançon qui va nous parler plus précisément du concours qui va se dérouler cette année dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud. Donc encore merci aux participants et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de l'après-midi.